Mes chers amis, donc, à nouveau, bienvenue à tous. Donc, bien sûr, je le redis à toutes les présidentes et présidents d'associations. On a aussi une presse importante aujourd'hui, donc c'est toujours un moment très sympathique de vous avoir parmi nous. Mais on a aussi également les chasseurs qui sont en live. Donc, bienvenue aux Chasseurs de France pour participer effectivement à ces prises de parole. Donc, merci, et là je reparle au président. Merci au président de la Fédération des chasseurs de la Marne, mon cher Jacky Desbrosses. Et bien sûr, merci aux équipes qui ont œuvré pour ce congrès. Nous avons goûté l'excellence de vos terroirs qui s'exprime par ce patrimoine gastronomique auquel la chasse est intimement liée et que l'on appelle plus communément ici, et il nous l'a appris depuis longtemps, la marnothérapie. C'est un mot qu'on a appris effectivement avec Jacky, la marnothérapie. Donc votre département est une magnifique terre de tradition et de nature, et surtout celle de ce doux breuvage qui fait tourner les têtes et les cœurs. D'ailleurs, Frank Sinatra, et je remercie Sophie d'avoir trouvé effectivement cette citation, chantait que le champagne était très bon pour l'esprit. On s'en rappelle tous. Eh bien, ce matin, je ne me suis jamais senti aussi envahi d'une aussi grande spiritualité au vu de l'excellente soirée que nous avons passée hier en dégustant effectivement quelques breuvages. Comme je le fais à chaque fois et que je m'adresse à la chasse française, je le ferai, vous le savez, sans langue de bois. Vous en doutez, le pas de vague qui fricote avec la culture woke ou la cancel culture, car cela n'a jamais été et cela ne sera jamais ma tasse de thé. Je crois qu'on sera d'accord sur ce constat. L'écologie politique ne sert à peu près à rien. Ce n'est même pas moi qui le dis, ce sont eux. Dans une interview croisée que j'ai donnée avec Marine Tondelier, la patronne d'Europe Écologie Les Verts, au journal Le Point, j'ai été surpris à un moment de sa réponse à ma charge contre l'écologie politique. Elle me dit, vous pouvez, dans le fond, supprimer tous les écologistes du monde, vous aurez encore un problème dans une France où, par exemple, la ressource en eau est de plus en plus rare. Alors, comme on dit dans le Nord, c'est du lourd. Moi, je ne peux que me féliciter de ce soupçon de lucidité sur l'intérêt d'avoir des élus qui reconnaissent en plus n'avoir aucune solution pour régler les problèmes de la nature. D'autant que, on le sait tous, ils se sont coupés par électoralisme de ceux qui vivent dans la nature, qui la font vivre et qui, eux, ont des solutions. Si on prenait le temps, bien sûr, au moins de les écouter et surtout, plus souvent, de les entendre. Mais la lucidité politique est parfois de courte durée, puisque, dans le fond, ces mêmes écologistes prétendent aujourd'hui être dorénavant la solution à la crise agricole. Alors, personnellement, comme les agriculteurs de France, comme les ruraux, et comme, dans le fond, une écrasante majorité de Français, je pense qu'ils sont en fait le problème et non la solution. Entre interdiction, qui a été plusieurs fois rappelée ce matin, à foison, et normes environnementales à qui mieux mieux, en résumé, les pyromanes de l'écologie seraient donc en réalité les pompiers de l'agriculture. Fallait quand même oser la dire, celle-là. Si ces personnes n'ont pas d'utilité pour trouver la solution, alors soyons logiques jusqu'au bout, ils n'ont alors aucune utilité dans le dialogue. D'ailleurs, leurs dogmes, érigés en vérité, ne permettent plus de débattre. Ne pas être d'accord dans le fond, c'est pas grave. Ne plus pouvoir faire valoir des points de vue différents est un vrai danger pour notre démocratie. Quant à leur stratégie politique, qui se résume dans le fond à toujours interdire, elle est vécue par nous tous comme autant d'humiliations permanentes qui fracturent notre société, qui est déjà vraiment surchauffe en ce moment. Lorsqu'on est dans une crise du pouvoir d'achat, de l'ampleur de celle que nous connaissons actuellement, eh bien, chaque norme supplémentaire, chaque nouvel interdit impacte fortement le portefeuille des Français. Je pense aussi, bien sûr, à certaines ONG, associations, qui, sous couvert de sauver le monde, fabriquent des activistes délinquants, violents, fiers d'être en garde à vue, après avoir blessé les forces de l'ordre, ravagé des cultures agricoles. Alors franchement que nos policiers, nos gendarmes ont bien d'autres choses à faire actuellement dans le contexte. Ces groupuscules, ces collectifs d'individus, qui ne représentent souvent qu'eux-mêmes, ne soulèvent pas grand-chose en termes d'idées, mais partent du principe que, dans le fond, la violence est le seul moyen de se faire entendre. Savez-vous qu'on a un observatoire, nous, des violences faites aux chasseurs, qui permet de recenter les actes malveillants commis à notre encontre? Eh bien, cet observatoire a enregistré en 2023, en moyenne, un signalement par jour. Je le dis, c'est inacceptable et en vérité, c'est très en dessous de la réalité.
Cela en dit long aussi, bien sûr, sur l'état de notre société, où s'attaquer dans le fond à une activité légale devient pour ces gens presque la norme, voire un défi personnel quotidien à relever pour exister. Vous avez des activistes qui vont même vous expliquer le plus sérieusement du monde, et ça me choque profondément, que s'agiter avec un bol de soupe devant une œuvre d'art, c'est une campagne de résistance civile. Alors, on a tous vu que Mona Lisa, on a fait les frais récemment, et on me dit le but recherché, c'est promouvoir le droit à une alimentation saine et durable. Ben, je vous dis, j'espère au moins que la soupe était bio, parce que franchement, c'est des choses qui sont à mes yeux inacceptables. Et comme si ça ne suffisait pas, nos modes de vie sont aussi maintenant tributaires du bon vouloir de quelques technocrates membres d'une autre caste, celle des élites européennes, et je le dis, qui thésaurisent la nature, considèrent que la chasse comme l'une des principales menaces pour la biodiversité, malgré, et on vient encore de le dire ce matin, toutes les preuves du contraire. Alors en résumé, j'ai cette sensation désagréable, qu'on nous fait porter dorénavant la responsabilité de tout ce qui ne va pas sur la planète Terre. Nous sommes les dindons d'une mauvaise farce. Et d'ailleurs, quand on regarde la télé, quand on écoute la radio, on se voit aujourd'hui systématiquement imposer un acte de contrition écologique en direct. Alors, on a beau changer de chaîne, on a beau changer de fréquence, rien n'y fait, on se croirait revenu au temps de l'ORTF. Tout ce qui ne va pas sur la planète, c'est de ma faute. Alors, c'est de ma faute, bien sûr, parce que j'ai une voiture dans laquelle je roule, encore plus de ma faute si j'ai le malheur de prendre un avion pour me déplacer. C'est bien sûr ma faute parce que je brûle du bois dans ma cheminée ou du charbon de bois sur mon barbecue. C'est de ma faute parce que, alors là c'est le bouquet, quand j'ai appris ça, voilà, j'entretiens un espace écologique artificiel. Nous on appelle ça un gazon. C'est de ma faute parce que mon fils monte sur le dos d'un cheval. Évidemment, il ne lui a pas demandé son accord. C'est de ma faute parce que j'aime le Tour de France, vous l'avez vu, c'est de ma faute. Alors là, c'est encore pire, je mets un sapin de Noël dans ma maison pour Noël. Voilà. C'est de ma faute, alors parce que je mange de la viande, alors là, oui. Et bien sûr, c'est de ma faute parce que je tue des animaux, à la chasse, à la pêche, et comble de l'horreur, j'ai du plaisir à les déguster avec ma famille et mes amis. Alors bref, c'est de ma faute, c'est de notre très grande faute. L'abbé de Kispotter, curé de mon village de Volkrinkov, dans mes jeunes années, avait bien fait, dans le fond, de tous nous apprendre, à nous, ces enfants de cœur, dont je faisais partie, l'acte de contrition. Moi qui trouvais qu'il radotait un peu, je n'avais pas perçu ce côté visionnaire de mon curé de campagne pour ma vie future d'homme. Bon, je dois vous l'avouer, si j'ai toujours aimé respecter ce vieil abbé, les leçons moralisatrices de l'écologie punitive ou de l'animalisme exacerbé ont plutôt un effet totalement inverse sur moi. Plus on m'accuse d'être un mauvais citoyen, voire un salaud de chasseur, et plus je me dis que j'ai raison de résister à ce qu'on veut m'imposer. Avec ce nouveau projet de vie extraordinaire, bien évidemment certifié 100% moderne et progressiste, on veut tout simplement me priver de mon existence, de nos existences. Alors mes amis, si le monde rural dans ses choix de vie, ses valeurs, ses cultures, ses passions, est pour moi la recette du bonheur, ce qu'on nous promet là n'est ni plus ni moins que la recette du malheur. C'est pour cela que je n'accepterai jamais de courber les chines, ni de me résoudre à accepter, il faut le dire, cette vie de merde qu'on veut m'imposer. Eh bien oui, n'est pas irréductible le Gaulois qui veut, moi j'en suis un, vous en êtes tous également, et nous le resterons jusqu'à notre dernier souffle. Une somme d'interdictions visant les Français dans leurs habitudes de la vie quotidienne ne va pas résoudre les grands défis auxquels est confrontée la planète aujourd'hui. Culpabiliser les Français ne peut tenir lieu de politique environnementale ou climatique, un tant soit peu sérieuse. C'est juste plus facile de cibler le mal alpha devant son barbecue en voulant le priver de ce moment dominical de gloire. N'est-ce pas, Sandrine Rousseau? C'est juste plus commode de taxer les gros beaufs propriétaires de SUV, comme le mien, en cas de stationnement dans la capitale, et comble la stupidité. D'ailleurs, même si le SUV est aujourd'hui électrique, on aura la même punition. Mais on marche sur la tête, pour reprendre ce slogan récent de nos amis agriculteurs. On les comprend. Beaucoup de nos communes rurales se sont retrouvées la tête à l'envers avec les panneaux indiquant leur nom revissés tête en bas. Cela dit, tout du niveau d'exaspération du monde paysan, mais du monde rural également. Il y en a marre de ces injonctions contradictoires. De dire tout et son contraire n'a jamais fait progresser personne, encore moins l'environnement et sûrement pas la souveraineté alimentaire. Mes coups de gueule répétés
n'ont pas vocation à nier l'existant, ni les problèmes. Mais j'aimerais franchement que chacun y prenne sa juste part, et pas seulement les braves gens, pas seulement vous, pas seulement moi, pas seulement qui mesurent leur journée aux kilomètres parcourus pour aller travailler, pour trouver un médecin, pour remplir son frigo, ou pour vivre simplement sa passion pour la chasse, le dimanche en famille avec des amis. Nous sommes de plus en plus nombreux à ressentir cette exaspération et cette colère à l'écoute de cette leçon d'écologie punitive quotidienne. Comment peut-on, par exemple, qualifier de barbares nos chasses traditionnelles, et pour certaines vieilles de plusieurs milliers d'années? Si cette tradition est barbare, si cela doit être interdit, alors mes amis, préparons-nous à l'interdiction de toutes les lois qui régissent la nature. Rappelons que les chasseurs n'ont rien à cacher dans ce domaine. La preuve, concernant ces chasses traditionnelles, nous sommes avec le ministère de la Transition écologique en phase de disposer de données scientifiques concernant ces pratiques. L'interprétation de la directive européenne Oiseaux impose à l'État français de fournir des données objectives sur le caractère sélectif de ces pratiques. C'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place un protocole strict pour qu'on fasse une expérimentation visant à la collecte de ces données. On a pris 2 départements. Je condamne clairement, une fois de plus, l'attitude de la LPO, en pleine schizophrénie politico-médiatique, comme d'habitude, qui a attaqué ces arrêtés relatifs à la mise en œuvre d'une expérimentation. Heureusement, la justice a statué favorablement pour ces 2 départements. Mais de quoi a peur la LPO? En réalité, pour la LPO, la science, c'est quand ça l'arrange. Et surtout si ça ne vient pas gêner son fonds de commerce anti-chasse. C'est une dérive inquiétante, mes amis, de cette organisation qui refuse aujourd'hui que ces accusations, parce que nous vivons que ça, des accusations, soient mises à l'épreuve des faits. La chasse et l'ensemble de nos pratiques rurales et culturelles ne sont pas des maladies honteuses, bien au contraire. Elles sont une richesse pour tous ceux qui les pratiquent, et nous devons nous battre chaque jour qui passe pour les préserver. C'est notre identité culturelle. Regardez ce qui se passe dans les territoires d'outre-mer au sujet de la chasse au tang. Je salue aujourd'hui Patrick Baudron, le président de la Fédération des chasseurs de la Réunion, qui a fait ce long voyage jusqu'à Reims. One Voice, association nationale, a saisi le tribunal administratif de l'île de la Réunion en référé pour réclamer la suspension en urgence de l'arrêté préfectoral qui autorise la chasse au tang, alors que les associations écologistes locales y étaient totalement favorables. Une aberration de plus, qui montre le dogmatisme sans limite géographique d'une association comme One Voice. Alors, non contente de pourrir la vie de tout le monde en métropole, maintenant, elle nous emmerde aussi en outre-mer. Et que penser du dossier Essonne, mes amis, où le renouvellement des classements a fait l'objet de vifs débats, arrêté aussitôt publié, arrêté aussitôt attaqué. De nouveaux recours en annulation et en référé ont été déposés. La justice nous a donné raison en attendant que l'affaire soit jugée sur le fond. Évidemment, parmi les contestataires, on retrouve toujours, évidemment, One Voice, la LPO, toujours les mêmes, qui par dogme participent à une judiciarisation à l'extrême de notre société. L'écologie punitive, grande donneur de leçons, tente aujourd'hui de franchir nos frontières pour aller faire le bonheur des autres alors qu'ils ne lui ont rien demandé. Je veux parler de cette initiative également. On voulait interdire l'importation de trophées, alors que la vraie raison, c'est bien de vouloir interdire la chasse tout court dans ces pays. La chasse touristique est pourtant essentielle au développement économique de ces zones rurales africaines. Et elle permet aussi de financer, il faut le dire, la lutte contre le braconnage. C'est quand même curieux de voir aujourd'hui ces relents néocolonialistes du côté des animalistes et de l'écologie punitive. Évidemment, à force d'humaniser Simba et Bouba, on finit par avoir une vision idyllique et totalement erronée du monde animal. Je vous le dis, je vous le redis, un lionceau n'est pas un bébé lion. Un chiot n'est pas non plus un bébé chien. Un bébé, c'est un être humain dans les premiers mois de sa vie. Je tiens d'ailleurs à remercier, au nom de la chasse française, le président du groupe chasse de l'Assemblée nationale, Daniel Labaronne, ici présent, qui a fait, peut-être parti à cette heure-ci, qui a fait feu de tout bois, mais il est encore là, Daniel, qui a fait feu de tout bois pour que ce projet de loi ne passe pas. Merci, Daniel, d'avoir résisté, et je sais que c'était difficile pour toi, à la pression bien pensante de l'écologie punitive,
qui des fois même entre dans tous les partis politiques et on le sait. Et peu de gens ont cette force de caractère et je te remercie pour ce que tu as fait. Et quelle ne fut pas ma surprise, et quand on voit jusqu'où ça peut aller, de lire dans un journal agricole du Pas-de-Calais un article totalement déconcertant pour moi parce qu'il expliquait qu'il était salutaire pour sa santé de ne plus manger de sucre, tout cela en 4 pages argumentées, dans un journal financé par les paysans, qui traite de l'information agricole du Pas-de-Calais, un département, je vous le rappelle, où la betterave, donc le sucre, fait encore vivre beaucoup de monde. Même ineptie pour les publicités, par exemple pour les voitures. On le voit à la télé tous les jours qui se termine en expliquant à la fin de la pub qu'il faut surtout éviter de s'en servir parce que ça pollue, bon, tout en nous rappelant qu'il est mieux pour les courts trajets et pour votre santé de marcher ou de faire du vélo. Je vous rappelle d'ailleurs que cette mention est le fait d'une directive européenne. On se fout de la gueule de qui? Ces exemples d'hypocrisie flagrante au milieu de toutes les autres relèvent pour moi un syndrome plus profond, celui de ce modèle de société sans sucre, sans viande, sans chasse, sans élevage, sans agriculture, sans bonheur, sans action humaine, sans enfants, bref, sans rien. À force de foutre la trouille à tout le monde d'ailleurs en parlant des enfants, eh bien l'éco-anxiété est aujourd'hui, comme on l'annonce, le nouveau mal du siècle qui touche les jeunes et explique d'ailleurs en partie leur non-désir d'enfant dans un monde qui, d'après l'écologie punitive, n'aura aucun futur. Eh bien moi je ne veux pas de ce modèle de société qui se fonde sur cette doctrine écologique, qui utilise le réchauffement climatique, le respect du bien-être animal ou la sauvegarde de la biodiversité de manière totalement galvaudée. Je ne le veux pas pour moi, je ne le veux pas pour mes enfants. Ce que je veux, c'est pouvoir choisir, faire un choix, être libre de ce choix et ne pas vivre sur le poids des dogmes et des interdits en ayant perdu ma liberté de parole et d'action. Dans ce contexte, mon choix, en tant que président de la Fédération nationale, a toujours été clair. J'assume publiquement la chasse dans son ensemble, de la plus belle des pratiques, de la plus petite des pratiques, traditionnelles, à la globalité économique et sociale de sa filière. Quand je suis arrivé à la tête de la chasse française, il y a 8 ans déjà, j'ai senti que nous devions sortir de nos campagnes pour aller expliquer ce que nous sommes et ce que nous faisons. La communication est aujourd'hui essentielle et j'ai tout de suite j'ai su que nous devions rattraper coûte que coûte l'énorme retard qui était le nôtre à l'époque. Vous le savez, depuis 4 années, Madame la préfète l'a évoqué tout à l'heure, la FNC, donc les chasseurs, c'est-à-dire vous, avons rendez-vous avec les téléspectateurs. Nous ne passons pas de la pub à la télé pour le simple plaisir de le faire, mais parce que la chasse, plus elle est expliquée, plus elle est acceptée par nos concitoyens. Et toutes les analyses le montrent. Et notre nouveau spot devrait nous faire encore rentrer, on va dire, un peu plus dans cette vie quotidienne des Françaises et des Français. Un spot de 30 secondes qui vient d'être lancé, d'ailleurs vous l'avez vu, donne rendez-vous aux téléspectateurs le week-end du 15 au 17 mars, tout simplement pour nettoyer la nature ensemble. Alors cette opération, J'aime la nature propre, a été lancée en 2021 par la Fédération nationale, initiée, vous le savez tous, en son temps, par l'opération Loire propre, mais aussi les fédérations de chasse et de pêche de la Somme, et puis étendue ensuite à l'ensemble de la région Hauts-de-France à la demande de son président Xavier Bertrand. Cette grande opération se tiendra partout en France pendant ce même week-end. Cette année, les 90 fédérations participeront à l'opération. Dans chaque département, l'objectif est de déployer un maximum de lieux de ramassage tout en mobilisant le plus grand nombre de volontaires. Alors je vous remercie tous, mes amis, pour votre implication. Moi, je suis très fier que cette opération éco-citoyenne prenne une telle envergure. L'an passé, juste pour le chiffre quand même, nous avons ramassé l'équivalent de 98 semi-remorques de déchets. Bon, cet événement montre aussi, et ça a été bien dit tout à l'heure, que nous sommes des acteurs clés pour initier des opérations au service de l'environnement en mobilisant bien au-delà du seul monde de la chasse et en étant présents partout en France et en Outre-mer. Ces spots, qui bénéficient d'un plan média puissant, vous le voyez bien, eh bien, tout ça s'est vu en moyenne 247 millions de fois, c'est pas rien. Et ça commence à payer.
pour toutes les facettes de notre activité cynégétique. Si nous avons une baisse légère du nombre de pratiquants, on le sait, validant un permis de chasser, dû, et il faut être honnête, à une pyramide des âges qui joue en notre défaveur, eh bien, force est de constater aujourd'hui que nous n'avons jamais eu autant de candidatures au permis de chasser. Il y a même des fédérations qui vont jusqu'à enregistrer, depuis quelques mois, un doublement des inscriptions. Plusieurs présidents me l'ont dit. Malheureusement, le temps d'attente pour passer son permis de chasser, mon cher Olivier, est très long. Il n'y a que 28 examinateurs dans toute la France. Et le temps moyen pour espérer de passer son permis, certes c'est un temps moyen, c'est environ 6 mois. Bon, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Moi, je réclame depuis longtemps plus de flexibilité, notamment sur les créneaux horaires. Néanmoins, merci à l'OFB, à son directeur général, Olivier Thibault, d'avoir proposé de nous amener une expérimentation sur le samedi matin. Alors, 2 samedis par an pour faire un test. Et ben moi, je vous invite donc, mes chers collègues, à saisir unanimement l'opportunité qui vous est offerte. Il est de notre rôle et de notre devoir d'être au service de nos futurs pratiquants, en leur facilitant toujours, par tous les moyens possibles, leur intégration. Pour un futur chasseur, pouvoir passer son permis, ben, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. C'est ce qui nous rassemble, ça nous caractérise, c'est notre identité. À ce titre, une nouvelle grande étude sur les chasseurs en France, initiée par la FNC et menée par le cabinet d'expertise indépendant Randéa, avec la contribution de Xerfi, vous le savez, répond à la question toute simple, qui sont les chasseurs? Et met des chiffres incontestables sur notre pratique. Et si au final, les chasseurs étaient dans le fond des citoyens comme les autres, et s'ils étaient loin, mais très loin, des caricatures qui peuvent être véhiculées sur ce sujet, la femme, Madame la préfète le disait tout à l'heure, qui, on le sait, est l'avenir de l'homme, je l'ai toujours dit, je le répète encore aujourd'hui devant vous, est aussi celui de la chasse. L'effectif des chasseurs se féminise, avec une augmentation de 25% du nombre de femmes en presque 10 ans. En 2023, quelques chiffres, c'est quand même important pour cette étude, 42% des chasseurs ont moins de 55 ans, 50% des chasseurs sont en activité. Dans nos rangs, la diversité socio-professionnelle est importante et ne se dément pas, contrairement à toutes les conneries que j'ai pu entendre sur cette question. On dénombre parmi les chasseurs autant d'employés ou d'ouvriers que de cadres. On est loin, on est très loin d'abord de l'image du vieux chasseur retraité forcément nanti, et on est loin de cette image qui dit tout le temps que la chasse n'est pas moderne et n'est pas populaire. La chasse est moderne, elle est populaire et elle est d'une mixité sociale dans le fond, représentative de notre société. Cette étude met également à mal un certain nombre de préjugés nous concernant. Cette nature où nous vivons, nous la respectons et nous la protégeons. Saviez-vous que notre engagement bénévole totalise 27 jours par an et par chasseur et qu'il est dédié pour la moitié à des actions en faveur de la nature et de la société qui nous entoure? Savez-vous que nous totalisons 800 000 bénévoles et que ce bénévole est transgénérationnel et toujours collectif d'ailleurs? Pour être plus clair, il y a autant de jeunes que de vieux qui donnent de leur temps en faveur de la nature et des autres. Vous en connaissez beaucoup, vous, des collectifs aussi importants que le nôtre qui impliquent la jeune génération et lui donnent envie d'être au service des autres et de la nature? Pas beaucoup de monde. La chasse est aussi un atout de taille pour l'économie française. Ça aussi, il faut savoir le rappeler. Les chasseurs dépensent en moyenne 4,2 milliards par an pour leur passion et génèrent presque 38 000 équivalents temps plein sur les territoires. Notre pratique contribue donc à la richesse nationale et au PIB à hauteur de 3,6 milliards d'euros. En comparaison, le tennis, par exemple, avec 4 fois plus de pratiquants, c'est 3 fois moins, effectivement, de chiffres. Cette étude en est la preuve. Nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes. Des passionnés, résolument engagés, qui donnent de leur temps et de leur argent pour leur passion, mais aussi pour la nature et ses autres usagers. Eh bien, avouez que avec cette étude, il y a de quoi remettre l'église au milieu du village, comme j'aime le dire souvent. Il est donc totalement illogique de fermer des territoires à la chasse sous de faux prétextes. Soyons vigilants sur ces velléités d'associations écologistes de rabioter ces zones
autorisés à la chasse et de créer sans cesse de nouvelles réserves de chasse, sans chasse bien sûr. Je pense à ce qui se passe actuellement sur le DPM, on a enlevé quand même pas mal de morceaux de plage, mais aussi aux nombreux contentieux visant le réseau Natura 2000 et comme l'a évoqué tout à l'heure Daniel Labaronne, la notion fondamentale de propriété privée. Et là, il faut appeler les choses par leur nom. Nous sommes face à un phénomène de spoliation de ces territoires, même privés, avec comme étendard l'écologie en porte-drapeau, les fonctionnaires européens, sans oublier nos écolos bien de chez nous. Et si on s'y arrête un peu, on peut constater que tous ces petits dictateurs des territoires ont réussi à créer le principe même du kolkhoz écologique. De Natura 2000 aux aires nouvelles protégées européennes. Il suffit de faire passer de nouvelles lois pour vous dire ensuite ce que vous pourrez faire ou ne pas faire chez vous, sans jamais vous acheter votre territoire. Et bien tout cela avec la bénédiction de l'Europe qui en rajoute une couche dès que possible. Le Parlement européen vient d'adopter le règlement sur la restauration de la nature. On l'a tous vu il y a quelques jours. Ce qui en soi, et c'est vrai, n'est pas une mauvaise chose, mais qui passait par le filtre de la déshumanisation permanente de la nature, ajoutera bien des points à la longue liste des interdictions. Ce texte impose notamment aux 27 États membres de mettre en œuvre des dispositifs de restauration sur 20% des terres et des espaces marins de l'Union européenne. Côté français d'ailleurs, là je m'adresse à mes collègues des DOM-TOM, il va quand même falloir qu'on arrête de vous refiler tous les délires de l'Europe. Parce que ces Français oubliés ne vont bientôt plus pouvoir sortir de chez eux sans être dans une réserve. Je crois qu'il faudrait plutôt lutter contre le réensauvagement de Paris et des grandes villes écolos plutôt que de vouloir réensauvager à tout prix la nature. Vous admettrez que Paris est déjà au top de la biodiversité en accueillant autant de rats et de punaises de lit. Il ne reste plus aux pauvres humains que nous sommes, dans le fond, que de tenter de sauver les morceaux qui peuvent l'être encore et de réfléchir dès maintenant à la perspective de trouver un petit coin tranquille sur un territoire qui ne fera pas partie d'une future zone d'exclusion. Car demain, c'est jusque dans votre jardin que s'abattra le diktat de cette écologie liberticide. Pourtant, il serait temps que les écologistes qui rêvent d'une nature sans homme comprennent que sans lui, la biodiversité serait encore plus abîmée et des territoires entiers totalement délaissés. Le risque aujourd'hui est d'aboutir à une déshumanisation de la nature, et l'on sait que tout ce cirque ne s'arrêtera pas à la seule pratique de la chasse, ça ira beaucoup plus loin. Par exemple, il n'y a pas un mois où des kilomètres de chemins de nature sont interdits à la pratique du VTT. Vous savez bien, ce VTT, le vélo tout-terrain, ce nouvel engin écocide, qui non seulement écrase les orchidées sauvages et les batraciens, mais vient aussi éroder le sol à l'aide de ses pneus crantés. C'est comme ça que ça se définit, il faut le lire, il faut l'entendre. On pourrait en rire si je n'avais pas toutes les semaines leur président et mon ami Raymond Cheminal au téléphone pour évoquer de nouvelles exclusions en cours. On retrouve pareille stupidité au chapitre de l'entretien et le curage des cours d'eau et des rivières. Chez moi, dans le Pas-de-Calais, vous l'avez tous vu, où les inondations sont un fléau qui, hélas, se répète, les montants à investir pour les études d'impact environnementaux visant à protéger les amphibiens et certains végétaux dissuadent totalement les plus convaincus d'agir et surtout les collectivités territoriales. Il serait temps, et là c'est une urgence humaine, de faciliter et d'accélérer les travaux de curage dans les canaux qui en ont besoin. Les sinistrés de près de 200 communes ne peuvent plus comprendre, et je les entends tous les jours, qu'on leur préfère une grenouille ou un triton crêté. N'oublions pas de remercier tous ces chasseurs passionnés qui se sont battus, d'ailleurs pour conserver de nombreuses zones humides à des fins cynégétiques. Ça a été relevé partout sur le terrain. Ces zones humides se sont révélées être des réservoirs de stockage d'eau essentiels au moment fort des inondations. Elles ont permis d'éviter de passer d'une catastrophe économique à une catastrophe humaine sans précédent. Et lorsque je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est simplement pour que l'on prenne enfin compte que le bon sens rural
des gens qui savent de quoi ils parlent doit être enfin entendu. Que les décisions prises le soient à la lumière de cet unique principe. Je fais partie d'un monde qui connaît mieux que bien des décideurs les problèmes de nos territoires ruraux et les solutions possibles. Je ne suis pas un anti-science. Je ne suis pas un climato-sceptique. Pour preuve, la FNC participe à des programmes technico-scientifiques inédits, ambitieux, pour une meilleure connaissance des espèces garantes d'une chasse durable. Nous avons initié en 2021 un projet suivi de l'avifaune migratrice grâce au fameux radar ornithologique, et nous travaillons à mettre en place une météo des oiseaux. Nous avons construit des partenariats avec des instituts scientifiques et des laboratoires de renom. Nous n'avons pas peur de la science. Nous savons que c'est par la science d'ailleurs et par la connaissance que la légitimité de la chasse sera consolidée. C'est pourtant facile à comprendre et à vérifier partout. La protection de la nature ne peut se faire sans la compréhension et l'acceptation de l'action des hommes et des femmes qui vivent dans ces territoires. Sans leur adhésion, sans l'adhésion des ruraux ou des chasseurs, chaque grande idée pour sauver la planète, je le dis clairement, sera vouée à l'échec. À ce titre, je ne peux passer sous silence le dossier loup. Aujourd'hui, il se raconte que la présidente de la Commission européenne a enfin pris la mesure du danger que peut représenter une meute de loups, car son poney a été attaqué et tué. Ursula von der Leyen a donc demandé des mesures contre le réel danger des meutes de loups en Europe. Elle a réclamé d'ailleurs une nouvelle ère, je cite, dans l'approche de l'Union européenne vis-à-vis des loups, soulignant que l'espèce était devenue un danger, un réel danger pour le bétail et, c'est heureux de l'entendre enfin, potentiellement aussi pour les humains. Alors, après le conte pour enfants des trois petits cochons, nous avons une nouvelle comptine, c'est Ursula et le poney, mais celle-ci, c'est une histoire vraie. Évidemment, fallait voir les réactions. Les députés animalistes du Parlement l'ont accusé de se livrer à une vendetta personnelle contre le loup. Eh bien, elle a raison là-dessus. N'attendons pas qu'un drame humain arrive pour enfin réagir. Alors qu'on nous rebat les oreilles avec le principe de souveraineté alimentaire. Cela fait des années que l'on préfère, il faut savoir le dire, sacrifier des brebis plutôt que des loups. Et tout le monde sait que cela coûte cher, très très cher. Sans parler du désespoir, et c'est dans le fond le plus important pour nous, des éleveurs et de leur sentiment d'impuissance. Au niveau français, l'État vient de présenter les premiers projets de texte d'application du plan national d'action loup dans un nouvel arrêté cadre sur les tirs. Très timide, comme le disait André hier. À la sortie de l'hiver 2022-2023, l'estimation du nombre de loups en France est de 1104, présents dans un peu plus de 50 départements. Alors moi, je déplore que la question de l'augmentation de la population de loups et de son comportement et de ses conséquences sur la faune sauvage soit ignorée dans ce plan national. C'est quelque chose de majeur qui vous touche directement. Alors elle a décidé de lancer, nous avons décidé de lancer, la FNC a décidé de lancer une grande enquête statistique documentée auprès des fédérations. Cette expansion du loup, malgré 4 plans successifs, pose problème. Pour moi, la réponse est simple. Le loup, aujourd'hui, ne doit plus bénéficier du statut d'espèce protégée. Le principe de précaution a bon dos. Dès qu'il est question d'agir, donc de tuer un animal qui cause des dommages, les fonctionnaires et les politiques ouvrent toujours le parapluie. Il est temps d'inverser cette charge de la preuve. En France, nous sommes plus de 4 millions de porteurs de permis de chasser. L'année dernière, ou l'année en cours, pour ceux qui ont encore quelques jours de chasse, ce sont 963 571, je vais être très précis, pratiquants annuels avec leurs familles et leurs amis. C'est vous, avec vos proches, qui œuvrez chaque jour pour sauvegarder la biodiversité. Il faut faire confiance à ceux qui vivent et qui font vivre les territoires. Nous ne sommes pas le problème, nous sommes la solution. Qui mieux que les ruraux pour comprendre ce sentiment de déclassement et d'abandon que partage cette France périphérique? Qui mieux que les ruraux pour défendre une ruralité trop souvent malmenée par Bruxelles avec ses décisions hors sol ou ses directives liberticides? Qui mieux que les ruraux pour agir concrètement, pour que les orientations prises par l'Europe nous libèrent plutôt que nous emprisonnent? Qui mieux que les ruraux pour combattre le diktat des instances européennes sur nos modes de vie et notre vie quotidienne? Cette Europe se transforme peu à peu en une dictature de l'écologie. Dans nos campagnes, on est emmerdé sur à peu près tout ce qu'on fait maintenant. C'est un constat, et ce n'est pas être anti-européen de l'affirmer. Je suis à chaque fois abasourdi
par les nouvelles trouvailles de la Commission européenne qui a une capacité à nous inventer des dingueries hors du commun. Et c'est le cas d'ailleurs, et malheureusement comme souvent sur le sujet des migrateurs. On vient de nous ressortir un vieux texte des années 80 qui indique que pour chasser une espèce migratrice, il faudra prouver que l'espèce n'a connu aucune baisse d'effectifs. Mais dans la nature, il n'existe pas de constante reproduction. Et c'est carrément impossible si en plus on branche à l'échelle d'un continent. Nous savons que la Direction générale de l'environnement à Bruxelles ne vit que pour son idéologie anti-chasse. Pour eux, c'est clair, il ne faut plus chasser les oiseaux, même s'il est nécessaire d'en tuer massivement, comme par exemple dans le cas des oies ou des cormorans. Aucun chasseur, pour eux, aucun chasseur ne doit participer à ce principe d'équilibre, qui plus est en ayant une émotion liée à son identité culturelle à la passion. Bon. C'est pour moi d'une violence inouïe. Et je ressens sincèrement ces coups de boutoir européens comme un génocide culturel et passionnel sans précédent. Si les mots ont un sens, et je les utilise, les actes aussi. Et je n'ai ni le temps ni l'envie de passer par le politiquement correct quand je vois les menaces aujourd'hui qui pèsent sur nos épaules. Sans oublier que l'Europe ne s'arrête pas aux seuls oiseaux migrateurs, en attaquant, si je puis m'exprimer ainsi, tout ce qui bouge du côté de la chasse. Vous avez vu que maintenant, au chapitre du transport des animaux, par exemple, une proposition récente de règlement de la Commission européenne sur les chiens allonge le délai à compter duquel on est autorisé à transporter un chiot. 3 mois au lieu de 2 actuellement. Alors évidemment, ça va coûter aux éleveurs, donc ce sera répercuté sur les chasseurs et les futurs propriétaires de chiens. Et au sujet du bien-être animal, une proposition, et ça y est, on y est enfin, de directive risque d'impacter nombre de ruraux dans leur passion de leur vie quotidienne, mais aussi remettre dangereusement en question l'économie rurale. J'y viens. Les chasseurs sont comme d'habitude, vous allez le voir, directement visés. Des contraintes insurmontables même devraient mettre un terme à l'élevage des animaux de compagnie. Il faudra se préparer, mes amis, et c'est écrit comme tel, à ce que posséder un animal requiert un examen de compétences. Même un accouplement trop précoce de votre chienne, ou de votre chatte d'ailleurs, pourrait vous amener devant un tribunal. Tous les risques d'exposition de votre chien à un sanglier, par exemple, vous rendrez responsable pénalement. Les normes des chenils sont en passe de devenir, quand j'ai lu le document, supérieures qualitativement à celles d'un petit hôtel pour humains. Sans oublier, et ça c'est le comble, qu'il n'est plus question de sortir avec son animal de compagnie si la température est soit inférieure à 10 degrés, soit supérieure à 25. Je vous passe les normes sur le taux, et c'est marqué d'hygrométrie de l'air, qui rentrerait aussi en compte dans le transport d'un animal. La liste de ces nouvelles normes est une liste à la Prévert. Évidemment, plus aucun collier électrique de repérage ou de protection ne pourra être utilisé, cela va sans dire. Avoir un chien ou un chat sera bientôt un luxe que seule une élite européenne pourra se payer. D'ailleurs, c'est clairement ce que veulent les animalistes, à savoir rompre définitivement cet esclavage animal pour notre simple plaisir de posséder un animal de compagnie. Tous les philosophes de la pensée animaliste ne s'en sont jamais cachés, c'est leur but ultime. Les normes, les contraintes et la sélection financière seront à l'évidence bien plus efficaces, on l'a tous compris, que les grands enjeux sociétaux. Nous devrions donc tous commencer à accepter cette évidence et à se préparer en boucle que le poisson rouge de notre fils est dorénavant son frère. Enfin, pour ceux qui sont prêts à accepter ce tissu de conneries, dont, vous le savez, je ne ferai jamais partie. C'est pourquoi, moi, j'ai toujours porté votre voix et celle de la ruralité au niveau national ou européen. Face à ceux qui thésaurisent un modèle de société contrainte, aseptisé, clivé, faisons le pari d'une ruralité active, vivante, libre et respectée. Évidemment, ce n'est pas simple. Pour paraphraser un célèbre Premier ministre, la route est droite, mais la pente est forte. Alors, je tiens à rappeler que j'ai toujours, et vous le savez, mis les intérêts de la chasse française au-dessus de toute autre considération, notamment personnelle. Quand, par exemple, j'appelle à voter Emmanuel Macron en 2022, c'est en tant que président de la FNC, simplement parce que la chasse a bénéficié de son écoute. L'engagement d'Emmanuel Macron s'était déjà concrétisé dans la grande réforme de la chasse de 2019. Eh bien, c'est encore vrai, et vous l'avez tous constaté, sur le dossier des dégâts gibiers, où nos appels répétés
relevant la situation financière intenable de certaines de vos fédérations ont été entendus. Dans ce contexte financier, il est intéressant de noter que la Cour des comptes a diligenté un audit auprès de la FNC et d'une dizaine de fédérations départementales et régionales, n'a pas constaté d'anomalie de gestion des comptes des fédérations sur l'utilisation surtout des fonds publics et la réalisation des missions de service public qui nous sont confiées. En résumé, soyons clairs, la Cour des comptes a enquêté pendant des mois et au final n'a rien trouvé de répréhensible devant la loi. Mes amis, c'est suffisamment rare de sa part pour s'en féliciter. On ne sort jamais trop indemne d'un contrôle de la Cour des comptes, normalement, puisque quand ils viennent, il y a quelque chose. Donc l'État qui nous a fait confiance, a eu raison de le faire. Nous avons décidé d'utiliser à notre tour cette soi-disant plateforme citoyenne pour attirer l'attention de la Cour des comptes sur deux choses suspectes chez nos opposants au niveau du fonctionnement de leur structure et de la localisation, effectivement, de celle-ci. Alors, c'est en quelque sorte, honnêtement, je le dis, une réponse du berger à la bergère. Nos deux propositions, d'ailleurs, ont été totalement plébiscitées, grâce à vous, avec une avance colossale sur les autres sujets. Vive enfin le retour de la démocratie participative. Ma joie était de courte durée. Pourtant, nos demandes n'ont pas été retenues. Alors que l'année dernière, quand je leur ai demandé pourquoi ce contrôle sur la chasse française, on nous a certifié que notre audit avait été diligenté par la Cour des comptes parce que notre cas était en tête de gondole de la plateforme. Alors si la dictature, mes amis, se définit facilement par le ferme ta gueule, ça on savait, eh bien la démocratie participative à la française, c'est cause toujours mon coco. On a bien vu ce que ça donnait. J'ai donc adressé évidemment un courrier au président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, sur le sujet. J'attends sa réponse avec impatience. Que ce soit à la Cour des comptes ou au Conseil d'État, comme partout dans la haute administration française européenne, l'écologie militante a fait son nid, les graines ont été semées. Il y aura dorénavant deux types de justice, celle réservée aux écolos et aux associations pour la protection de la nature et celle pour les autres, dont les chasseurs et les ruraux font partie. Cette politique de deux poids, deux mesures est inacceptable. Je m'arrête quelques instants sur ce discours pour saluer l'arrivée de Monsieur le Ministre. Très heureux de vous recevoir, Monsieur le Ministre. Dans le même temps, la FNC a obtenu à nouveau pour 5 ans son agrément au titre de la protection de l'environnement du ministère de la Transition écologique. Et quand on compare les deux, c'est quand même pour le moins cocasse. Néanmoins, un grand merci de nous avoir accordé cet agrément. Évidemment, l'amertume, la colère, voire la révolte sont des sentiments qui nous habitent après de telles partialités idéologiques. Mais moi, je veux continuer à me battre avec des moyens légaux, à croire en l'avenir, au retour du bon sens, et me dire que dans le fond, le dogmatisme écologique ou l'animalisme déshumanisé ne peuvent et ne doivent pas gagner. Car nous, chasseurs, nous ruraux, nous avons la fierté d'être un maillon clé des écosystèmes. La passion, le partage, la convivialité, la transmission sont autant d'arguments qui font mouche chez la jeune génération face à une société, dans le fond, virtuelle, qui ne répond plus à leurs attentes. Ici, ce matin, nous n'avons peut-être pas chacun 5000 followers sur nos réseaux sociaux personnels, mais nous, on connaît quelques centaines d'amis, des vrais gens, avec qui on parle, qu'on peut toucher, voilà, avec qui on peut rire ou sourire, avec qui on vit tout simplement. Je suis heureux, mais très heureux de ne pas faire partie de cette nouvelle forme de solitude humaine qui se transforme hélas en violence sur les réseaux sociaux, voire maintenant sur le terrain. Oui, c'est vrai que j'ai la culture de l'engueulade, j'aime ça, les yeux dans les yeux, mais surtout pas à travers le clavier d'un ordinateur. Moi, je partage ma vie en vrai, avec d'autres personnes qui ont des valeurs, des cultures, des traditions et des modes de vie, parfois différents, que je respecte et que je suis toujours heureux de découvrir. Le vivre ensemble est inscrit dans notre ADN. C'est dans cet état d'esprit que les jeunes viennent d'ailleurs de plus en plus à la chasse, en phase avec ces aspirations de leur génération. Chasser en symbiose avec les éléments naturels, comprendre la nature pour mieux s'y retrouver, tel est le leitmotiv de ces nouveaux adeptes. Selon notre étude que j'évoquais tout à l'heure, la première motivation des chasseurs est d'être en contact avec cette nature
pour 67% d'entre eux. 82% des chasseurs partagent l'objectif d'une chasse encore plus durable et responsable. L'enjeu de favoriser une cohabitation sereine entre les différents usagers de la nature rassemble 86% des chasseurs. Logiquement, pour répondre à ce défi, il place l'amélioration de la sécurité comme une priorité pour 82% d'entre eux. Les chiffres parlent pour nous et la baisse des accidents lors de la dernière saison témoigne des actions réalisées par les chasseurs pour renforcer la sécurité. Et si on ne peut jamais satisfaire qu'il y ait des accidents mortels, au nombre de 6, la saison qui vient de se terminer, et exclusivement des chasseurs d'ailleurs, rappelons que c'est sans aucune pression législative que nous avons réussi à diviser le nombre de ces accidents par 5 en 20 ans. La Fédération des chasseurs, chacun d'entre vous sur le terrain effectue, et moi je le dis, un travail extraordinaire. Il y a aussi et toujours la question de la police de la chasse à l'OFB. Les syndicats d'établissements publics évoquent, c'est pas moi qui le dis, une baisse de 87% du temps consacré à la police de la chasse à l'OFB. Ce sera un vrai sujet entre nous, ça, monsieur le ministre. Il faudra qu'on en parle. Vous connaissez tous mon profond respect et ma sincère admiration pour les forces de l'ordre de ce pays. Mais mon cher Olivier, nous devons inventer la police de proximité à la fois synergétique et environnementale de demain. Elle doit être évidemment placée dans les mains des structures fédérales de chasseurs, mais rester bien évidemment aussi sous la tutelle de l'établissement public. Il n'y a pas d'autre solution pour garantir la pérennité de la sécurité à la chasse. Moi, je rappelle régulièrement à l'État que nous avons des compétences en la matière et qu'il pourrait s'appuyer sur le réseau des fédérations. Je continuerai à le faire avec vous, monsieur le ministre. Si nous sommes, nous, les chasseurs, les premiers à demander un renforcement de la police de la chasse, je ne tolère pas que nous soyons présumés coupables à la suite de notre inscription au SIA, le nouveau système d'information sur les armes. Savoir où les armes peuvent évidemment aider les forces de l'ordre, on est tous d'accord là-dessus. Mais chaque détenteur d'armes fera l'objet de vérifications périodiques dans le casier judiciaire de certains fichiers du ministère de l'Intérieur afin de s'assurer de sa capacité à acquérir et détenir des armes. Il ne faudrait quand même pas non plus qu'on paye la non-réactivité de la justice à effacer certains casiers judiciaires au bout de 3 ans, comme la loi normalement le prévoit. De simples querelles de voisinage pourraient, de fait, devenir de grands problèmes à l'autorisation de détenir des armes et bien sûr d'aller à la chasse. On m'écrit chaque jour pour m'en informer. Voire même des gens qui disent « tu n'as pas intérêt de me dire un mot parce que tu es chasseur et tu ne chasseras plus ». Eh bien, j'ai demandé une expérimentation de ce sujet au service central des armes et des explosifs. Pourquoi n'ai-je plus ni de son ni d'image Jean-Simon Miranda? Dans ces conditions, je ne suis pas prêt à franchir le pas de mon inscription personnelle au SIA. Alors, avouez que ça la fout mal quand même, si vous me permettez l'expression. Encore et toujours, à travers cette nouvelle chose, la même humiliation et la même persécution à l'encontre des chasseurs. Si je comprends qu'il ne soit pas possible de détenir une arme dans certains cas de figure, on n'est pas fou, on le comprend. Je ne comprends pas la double peine qui nous prive également d'aller à la chasse. Moi, je vous demande pour la énième fois, monsieur Miranda, de nous entendre. Je tiens aussi clairement à vous dire que je ne lâcherai pas cette affaire, même si je dois l'amener devant les instances juridiques compétentes comme la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous rappelle que c'est bien plus facile d'acheter une Kalachnikov dans une banlieue qu'un bon vieux calibre 12 chez l'armurier du coin. Et ça, c'est une réalité. Alors, les millions de femmes et d'hommes que je représente à cette tribune ne sont pas des voyous. Nous sommes des gens responsables, pour nous comme pour les autres. Aucune corporation n'a fait des efforts en termes de sécurité comme celle de la chasse. Aucune. Je suis évidemment prêt à continuer de travailler avec les chasseurs et les autres usagers de la nature, réunis notamment au sein de l'Alliance des sports et loisirs de nature, avec pour objectif toujours de diminuer encore et encore ce nombre d'accidents. Mais j'y mets un préalable, et vous le savez tous, ne pas remettre en cause notre pratique en général et ses fondamentaux. La sécurité, si elle est notre première préoccupation et elle doit le rester, elle ne doit en aucun cas devenir un frein à l'exercice de la chasse. Et dans ce domaine, je tiens à m'expliquer clairement vis-à-vis de l'État et de l'OFB. Oui, l'angle de 30 degrés est une norme de sécurité en cas d'accident. Non, mesdames et messieurs les présidents, rien ne vous oblige à mettre dans votre schéma départemental ce genre de disposition comme une matérialisation obligatoire, car, je vous le dis, cela va rapidement devenir
inapplicable dans bon nombre de territoires, et bien sûr une source énorme de conflits permanents entre la police de la chasse et les chasseurs. Tout comme la distance de tir que l'OFB nous propose un peu partout dans nos départements actuellement, à limiter à 30 mètres. 30 mètres, mais là encore on marche sur la tête. Que la loi implique, comme dans votre schéma, que chaque tir doit être fichant, c'est du bon sens, ficher son tir, on sait ce que ça veut dire. Mais de limiter ce tir à 30 mètres, mais c'est irresponsable. Irresponsable, car ce n'est pas avec de telles mesures que nous allons continuer à protéger notre alimentation en préservant les cultures agricoles, ni la vie des gens d'ailleurs sur les routes, lorsqu'on sait qu'il y a plus de 10 000 collisions qui ont lieu chaque année entre des véhicules et des animaux sauvages. Et cerise sur le gâteau, vous le savez tous, on l'a encore évoqué hier, ce sont les chasseurs qui payent encore toujours les dégâts de gibier, alors que notre chasse devrait être considérée d'utilité publique, défiscalisable au temps passé pour l'intérêt collectif, et voire même un petit billet en plus pour service rendu à la nation, ce ne serait pas exagéré. Rassurez-vous, mes amis, nos prétentions dans le domaine sont moindres, puisque nous demandons simplement à ne plus avoir à payer les dégâts de gibier en faisant les poches de nos chasseurs. Comme pour les Français, chez les chasseurs, le temps n'est pas à l'opulence financière. Et nombreux sont ceux qui vont jeter l'éponge, et c'est déjà le cas, faute de moyens financiers suffisants pour contribuer au paiement de ces dégâts. Notre chasse doit rester populaire et accessible au plus grand nombre, et pour cela, nous avons le devoir d'ouvrir ce dossier le plus rapidement possible. C'est ma demande, elle n'a jamais changé. La loi de 68 doit être modifiée totalement sur le fond, c'est une urgence économique de premier ordre. Vous l'avez compris, voilà un de mes dossiers majeurs pour ces prochains mois. J'ai bon espoir d'avancer avec les représentants des agriculteurs qui sont conscients d'ailleurs que l'équation financière actuelle est franchement plus pérenne. Le projet de loi d'orientation agricole reporté pour mieux répondre à la crise peut être l'occasion de partager cet enjeu. Je travaille à ce que la fierté revienne dans les rangs des chasseurs et surtout l'espoir. Après plus de 100 passages médiatiques par an, en tant que président de la chasse française, moi j'explique et je cogne aussi. Le prix à payer est lourd, vous le savez tous, quand on défend une activité pourtant légale comme la chasse, dans une démocratie qui se doit normalement d'être garante des droits et des libertés de chacun. Combattre sans relâche les dérives de l'écologie, de l'animalisme et régulièrement de l'administration ne veut pas dire que je refuse toute évolution, c'est jamais ce que j'ai dit. Mais il y a une ligne rouge que je n'accepterai jamais de franchir, celle de remettre fondamentalement en cause notre liberté de pratiquer, là où on en a le droit, cette activité qui s'appelle la chasse et qui est populaire. Populaire, c'est pas un gros mot, populaire. C'est le chiffre qui fait le nombre, comme on dit. Je m'opposerai toujours à toute dérive élitiste aussi de notre pratique. Nous sommes entendus, voire écoutés par les différents gouvernements, car nous sommes nombreux. Notre activité fédère, comme je vous l'ai toujours expliqué, des chasseurs issus de toutes les classes sociales et de tous les milieux. C'est une force. Et c'est l'ADN de la chasse en France. C'est pour cela que l'on a des amis dans le fond partout, et des ennemis partout aussi, quels que soient les partis politiques, ou disons presque tous. Bon. Nous sommes, en Europe, 7 millions de chasseurs. Nous devons fédérer cette grande communauté à laquelle nous appartenons afin qu'elle parle d'une seule voix, car ici comme ailleurs, les problèmes sont les mêmes. La chasse, c'est notre patrimoine culturel, mais c'est aussi la tradition, c'est aussi la transmission, le partage, la convivialité, mais surtout, j'aime à le dire, la pratique du bonheur à l'état pur. Eh bien, il faut donner à ce message une force exceptionnelle. Je le répète, pour défendre notre mode de vie rural, il nous faut devenir des combattants de notre cause. Notre avenir en dépend. Le flamand, artésien, je vais mélanger les deux, que je suis, les deux pieds dans la terre, ancré dans son territoire et fort, très fort de ses valeurs rurales, n'a pas d'autre message à vous dire que celui de la résistance. Être résistant pour son mode de vie, ce n'est pas une expression valise où chacun pourrait mettre ce qu'il veut. C'est un mot qui a un sens fort dans notre histoire. C'est celui qui désigne ceux qui ont lutté depuis toujours pour nos valeurs, comme pour la liberté. Mes amis, entrons en résistance contre ce mode qui ne respecte plus grand-chose de nos traditions, contre cette pseudo-modernité anti-humaniste qui voudrait nous couper de ce que nous sommes, nous ruraux, conscients de la richesse d'un terroir et de cette terre qui est notre bien commun. La chasse est un art populaire que nous devons défendre, un art de vivre.
C'est ce que je veux pour mon pays. C'est une réalité heureuse. Et pour y arriver, il faut cesser de nous emmerder pour de faux prétextes et de brider ce qui fait notre identité culturelle. Moi, je suis fatigué par tous ces bonimenteurs qui, depuis des décennies, se targuent de nous rendre heureux et nous promettent la lune à chaque nouvelle élection. Nous sommes l'humanité, dans ce qu'elle a dans le fond de plus profond, qui a su préserver les vérités immuables de la planète, la lutte pour la vie, le respect de la nature et de ses lois éternelles. À ce moment de notre histoire collective, où l'alimentation devient un enjeu économique majeur, nous sommes les empêcheurs de tourner en rond. Pour ceux qui rêvent de créer une alimentation sans lien avec le vivant, continuons coûte que coûte de manger le fruit de sa chasse. C'est un enjeu collectif qui devient essentiel à l'échelle du monde. Le dire, mais le faire savoir, c'est ce que nous devons continuer à faire chaque jour pour combattre avec force cette dérive qui consiste plutôt à interdire qu'à réfléchir. Nous aurons tous, dans un avenir proche, un choix existentiel à faire, et pas seulement dans l'isoloir en juin prochain. Pour moi, seule la cause rurale doit être l'objectif commun. Comme vous l'avez découvert dans la presse hier, j'ai décidé d'unir mes forces à celles de Jean Lassalle. Lui, la grande gueule du Sud et moi, la grande gueule du Nord. Je peux vous prédire que l'Europe va nous entendre, ça c'est sûr. Il faut se ressembler et se respecter pour signer un vrai pacte rural qui ne doit pas être une union contre nature. Je peux vous assurer que c'est notre cas. Il y a urgence, mes amis, il y a vraiment urgence si le monde rural veut sauver sa tête. La question que nous devons nous poser aujourd'hui, sommes-nous certains, oui ou non, de pouvoir transmettre à nos enfants ce que nous avons reçu de nos parents? Pourrons-nous encore demain mettre un ver de terre sur un hameçon sans nous retrouver devant un tribunal pour sadisme ou barbarie? Pourrons-nous encore demain manger de la viande comme nous le souhaitons? Ou serons-nous soumis au respect d'une dose annuelle maximale de protéines animales pour cause d'empreinte carbone ou de gaz à effet de serre? Pourrons-nous encore demain rouler dans une voiture à essence ou diesel, d'autant que la majeure partie des Français n'auront jamais les moyens de se payer une voiture électrique? Pourrons-nous encore demain, je disais tout à l'heure, détenir un animal de compagnie sans risquer d'être accusé de maltraitance? Pourrons-nous encore demain simplement pêcher un poisson, chasser un oiseau, pour le plaisir simple de le déguster, sans d'être accusé d'être un serial killer cannibale de la pire espèce? Si nous ne réagissons pas rapidement, je n'en suis malheureusement pas sûr. Assumer sa passion pour la chasse, c'est déjà faire un grand pas pour l'avenir de celle-ci et son acceptation dans la société. Mes amis, je le dis souvent, mais il faut qu'on se le répète. Soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que nous sommes. Et ne laissons personne nous dire le contraire. Oui, la chasse et la ruralité ont encore de beaux jours devant eux, devant elles, à la condition, bien sûr, de s'assumer en tant que telles. C'est pourquoi, et on en a parlé tout à l'heure, la plus petite parcelle de notre chasse doit être défendue, comme si c'était la plus grande, car l'avenir de tout le reste en dépend. Ceux qui pensent, et je l'ai des fois entendu, parmi nous, qu'il vaudrait mieux abandonner ceci ou cela pour ne plus être dans l'air du temps, se trompent lourdement. Tout abandon venant de notre part ne calmera jamais nos ennemis, vous le savez tous. Au contraire, chacun de nos renoncements vont les conforter d'aller encore plus loin. Comme on dit chez nous, ça va leur donner le goût du sang dans la bouche. Ils ne veulent pas moins de chasse, ces gens-là. Ils ne veulent plus de chasse. Ils ne veulent pas moins de tradition. Ils ne veulent plus de tradition. Ils ne veulent pas moins de passion. Ils ne veulent plus de passion. Ils ne veulent pas moins de ruralité. Ils ne veulent plus de ruralité. Aucune personne, qu'elle soit à la campagne ou la ville, ne peut accepter une remise en cause de son identité. Je ne l'accepte pas, ce ras-de-bol, face à un modèle de société normative, pavé d'interdiction, ne heurte plus seulement les ruraux, mais aussi les citadins, autant que nous. Et enfin, si je puis dire, dans le fond, tous les Français. Nous voyons tous ce mouvement de révolte initié par nos amis agriculteurs face à ces écologistes de pacotille qui décident de l'avenir de la planète sans savoir et en totale déconnexion du terrain. Oui, nous ne sommes plus les seuls à en avoir marre. Enfin, tout le monde en a marre aujourd'hui. Alors mes amis, ce n'est pas le moment de renoncer à ce que nous sommes, à ces valeurs que nous portons fièrement.
qui seront demain, j'en suis certain, un modèle pour beaucoup. Vous connaissez tous ces enjeux des mois à venir et des années qui viennent. Nous en avons longuement parlé lors de notre Tour de France. Nous sommes à un moment majeur pour l'avenir de notre mode de vie et de notre passion commune. Trop de dossiers, beaucoup trop de dossiers difficiles sont dorénavant imposés, et si j'en ai évoqué certains ce matin, combien d'autres, que vous connaissez tous bien, sont de véritables drames pour les chasseurs qui nous écoutent, dorénavant, et il faut le dire, proches pour beaucoup de la rupture. C'est donc à nous, et à nous seuls, mais toujours c'est à nous seuls, de relever les défis qu'on nous impose. Mes amis, comme à chaque grand moment de notre histoire commune, c'est ensemble, unis au-delà de toutes nos différences, que nous défendrons notre liberté de vivre et d'encore espérer. Vive la chasse, vive la ruralité. Je vous remercie.